Je vous les poserai tout à l'heure, mais je crois qu'il n'est pas inutile maintenant de prendre une sorte de cours d'histoire pour la Nouvelle-Calédonie. Les statuts administratifs n'ont pas manqué au cours des années, les révoltes sanglantes non plus. Il y a près de 150 ans, on évoquait déjà le problème foncier et la répartition des terres. Commentaire Estelle Gouzy et Daniel Maudinet sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Dernier vestige des mystérieuses coutumes de ce peuple perdu dans la solitude du Pacifique Sud. Hier, c'est la fin du siècle dernier, la belle époque à Paris, le cannibalisme en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, danse bruyante qui trouble, il faut le dire rarement, le séjour paisible où vivent les Calédoniens, les Français de l'autre bout du monde. Juste un siècle avant ce documentaire, en 1853, la France, bien décidée à ne pas laisser les Anglais seuls dans le Pacifique, prend possession de la Nouvelle-Calédonie. Une île de 400 km de long, découverte et baptisée 80 ans plus tôt par le capitaine Cook. La France possède une nouvelle colonie, mais elle la connaît mal. Seuls les environs de Port-de-France, qui deviendra plus tard Nouméa, sont contrôlés. Quelques colons s'installent autour des postes militaires. 6 ans après la prise de possession, ils ne sont que 43. C'est le temps de l'occupation restreinte. Des 40 000 indigènes qui peuplent l'île, les Blancs ne savent rien ou presque. Pour la majorité d'entre eux, les Kanaks sont des sauvages, divisés en tribus guerrières, cruels et anthropophages. Jugée inhospitalière, cette île lointaine, à 4 mois de bateau de la métropole, n'attire pas les colons, qui lui préfèrent l'Algérie. Mais quel lieu rêvé pour une colonie pénitentiaire! Des milliers de forçats y seront transportés, droit commun, puis déportés politiques de la Commune de Paris, et même Kabyles révoltés en Algérie. 2 logiques, 2 cultures, 2 communautés s'opposent. C'est autour de la répartition des terres qu'elles vont s'affronter. Pour les Kanaks, la terre est sacrée. Terre des ancêtres, c'est le bien collectif du clan. S'ils admettent le droit d'usage, ils rejettent le droit de propriété. Mais aux colons, il faut des terres. Une poignée de commerçants et de cabaretiers de Nouméa comprend vite que l'ouverture du bagne représente une formidable occasion de s'enrichir. Main-d'œuvre gratuite, population pénale à nourrir. De son côté, l'administration coloniale cède des terres pour une bouchée de pain. En moins de 10 ans, la propriété européenne passe de 1000 à 230 000 hectares. Grandes étendues de terre qui servent à l'élevage du bétail. Pour les Kanaks, c'est une véritable catastrophe. Spoliés, confinés dans des réserves, ils voient en plus leur culture dévastée par ce bétail à demi sauvage. En 1878, l'exaspération est à son comble. C'est l'insurrection. Elle commence par une attaque de la gendarmerie, de la foi, massacre de gendarmes, et puis elle va s'étendre progressivement à d'autres régions de la côte ouest. En tout, elle va durer 1 an. En réalité, il y aura 4 mois d'insurrection ouverte, et puis le reste sera un phénomène de traîne. 200 Européens, 200 colons et leurs serviteurs vont être tués. Les Mélanésiens, qui faisaient la guerre avec ces armes, évidemment, n'étaient pas de taille à supporter le choc. 1 millier de Mélanésiens tués. La Nouvelle-Calédonie va gagner une réputation d'île peu sûre, d'île dangereuse, et les colons libres, qui avaient déjà tant de difficultés à venir, ne viendront plus. Par conséquent, pour peupler l'île, pour faire cette France australe qui se dessinait, on fera appel au bagne. Les terres confisquées aux rebelles sont distribuées par lot de 5 hectares aux forçats méritants. 20 ans plus tard, le bagne apparaît comme un repoussoir au développement de la colonie. On le ferme. Des familles arrivent par centaines, mais la Nouvelle-Calédonie n'a plus de bonnes terres à offrir. Sous prétexte d'une lente extinction de la population kanak, on réduit encore leurs réserves de 320 000 à 120 000 hectares. 1920 marque une remontée sensible du taux de natalité chez les Kanaks. Ils sont alors 27 000 face à 14 000 Européens. L'île s'assoupit, elle va se réveiller brutalement. Le 7 décembre 1941, c'est l'attaque japonaise sur Pearl Harbor, la destruction d'une grande partie de la flotte américaine du Pacifique. Et ensuite, il y a cette extraordinaire poussée japonaise. Les Américains ne peuvent pas répondre directement. Il faut, pour contre-attaquer, partir des Hawaï, descendre vers le sud-ouest, et enfin, ils arrivent sur la Nouvelle-Calédonie. L'île devient le porte-avions, tremplin de la reconquête du Pacifique. Mars 1942, 50 000 Américains débarquent. Les dollars pleuvent et tout le monde en profite.
De Nouméa aux tribus les plus reculées, les GI s'apportent l'Amérique. Chewing-gum, Coca-Cola et démocratie. La Nouvelle-Calédonie vient d'entrer dans le XXe siècle. Rien ne sera plus jamais comme avant. 1946, la décolonisation est en marche. Pour les Kanaks, abolition du régime de l'indigénat, reconnaissance de la citoyenneté française, puis droit de vote pour tous. Dans cette période d'assimilation, on crée le Parti de l'Union calédonienne. Sa devise, 2 couleurs, un seul peuple. La Nouvelle-Calédonie, devenue territoire d'outre-mer, élit son premier conseil régional en 1953. Côte à côte, siègent 9 Kanaks et 16 Européens, qui désormais s'autoproclament calédoniens. 1956, première visite du général de Gaulle. Accueil triomphal. Mais la même année, une fausse note. La grève éclate sur le thème de la parité des salaires entre Européens et indigènes. L'expansion économique commence. Le temps des émigrés est revenu. Une main-d'œuvre venue de Wallis et Futuna arrive par vagues. Les Européens, eux, viendront plus tard. En 1969, c'est le boom du nickel. Banques, chantiers, commerces, les capitaux affluent. On construit à tour de bras, des fortunes s'amassent en quelques semaines. C'est la dernière ruée vers l'or, ils sont 20 000 à se précipiter. L'expression à la mode résume bien la situation. La Nouvelle-Calédonie, ça paye. Dans cette euphorie générale, les Kanaks eux-mêmes quittent leurs réserves pour venir travailler à la ville. Mais sans qualification, ils héritent des postes les moins rémunérés et les plus vulnérables. 1972. Le boom n'aura duré que 3 ans. À la tempête minière succède la crise et le choc pétrolier. Le niveau de vie s'effondre. Les Kanaks sont les premières victimes du chômage. Marginalisés, désœuvrés, ils sont disponibles pour la mobilisation politique. Cette fois encore, elle va s'organiser autour du problème foncier. Il faut reconquérir la terre des ancêtres. Un meilleur niveau de scolarisation et les effets à retardement de mai 68 vont secouer la vie politique locale. Aux yeux des Kanaks, l'autonomie territoriale est un échec. Ils réclament l'indépendance. En 1975, c'est la rupture. Quelques Kanaks pro-français et la grande majorité des Européens, hostiles à l'indépendance, quittent l'Union calédonienne. Ils rejoindront bientôt le RPCR. Du côté des indépendantistes, la situation se radicalise, les mouvements se multiplient. En 1984, ils se rassemblent tous derrière une seule bannière, celle du Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, le FLNKS. Le temps des affrontements est revenu.